bonsoir. Heureux de vous accueillir pour cette conférence autour de la comédie romantique. Soyez vraiment les bienvenus. Donc ce soir, nous avons le privilège, l'honneur d'accueillir Madame Delphine Chelaveau, qui est chercheuse à l'Institut de l'Université de Lausanne, pardonnez-moi, et qui est spécialisée dans l'histoire notamment du cinéma, et qui va ce soir vous dire tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la comédie romantique, sans bien sûr jamais oser le demander, parce que vous êtes un public vraiment très très bien élevé, très, très cordial, très poli. Je vous laisse avec Madame Delphine Chelaveau, et je vous souhaite une bonne soirée. Vous pourrez lui poser des questions, bien sûr, après sa conférence. Merci de votre participation. C'est à vous, Madame. Merci. Merci. Alors, je vais peut-être juste le monter un petit peu. Ouais, super. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici pour vous présenter cette conférence. C'est vraiment un honneur et une joie. Toujours de venir à Fribourg d'ailleurs. Alors je fais un démenti tout de suite, parce que je ne vais pas vous dire tout, absolument tout sur la comédie romantique. Pour la bonne et simple raison d'ailleurs que je ne suis pas une spécialiste de la comédie romantique, donc je vais commencer par dire ça. Même si j'en consomme beaucoup à titre personnel, que je suis une grande amatrice, non sans un sentiment de contradiction avec certains de mes principes d'égalité entre les sexes. On va revenir sur ce point. Je suis en revanche spécialiste de ce qu'on appelle les études sur le genre au cinéma et donc qui analyse les représentations symboliques des identités de genre et des rapports entre les femmes et les hommes au cinéma et dans les médias. Ce que je vous propose aujourd'hui, plus que quelque chose d'exhaustif, ce qui n'est évidemment pas possible en une heure de toute façon, c'est un regard sur la comédie romantique au prisme du genre, donc du genre, non pas dans le sens tant de genre cinématographique, comme la comédie romantique, le western, etc., mais au sens de gender, pour reprendre le terme anglophone, c'est-à-dire des identités et des relations entre les sexes. Je vais revenir dans un instant sur cette notion. Mais ce que je vous propose au fond aujourd'hui, c'est de prendre le terme de genre dans toute sa polysémie, en considérant donc le genre de la comédie romantique au prisme du genre. Donc je ne vais pas dresser, comme je l'ai déjà dit, un portrait exhaustif, mais je vais l'aborder de la comédie romantique, mais je vais l'aborder à travers un prisme particulier, en effectuant évidemment un certain nombre de choix. Donc ce que je propose, c'est un point de vue sur la comédie romantique, qui n'est pas le point de vue absolu, évidemment, sur la comédie romantique. Le premier choix que je vais faire, c'est que je vais me limiter principalement à la comédie romantique hollywoodienne, dans la mesure où l'industrie hollywoodienne est celle qui diffuse le plus largement ces images, dans le monde occidental tout du moins. Je vais aussi me limiter à la comédie romantique hétérosexuelle, non pas que les comédies romantiques mettant en scène des personnages homosexuels ne m'intéressent pas, mais elles sont encore très largement minoritaires, donc je vais me limiter aux comédies romantiques qui mettent en scène des hommes et des femmes. Donc ce que je vais dessiner, c'est un tableau vraiment très imparfait et lacunaire. L'idée, c'est surtout de pouvoir faire ressortir certains des traits saillants de ce genre filmique et de comprendre comment il résonne avec le contexte dans lequel ces films sont produits et consommés. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Je vais donc procéder en deux parties. Dans une première partie, je vais essayer d'inscrire la comédie romantique hollywoodienne dans des grands cycles qui vont permettre de situer ces films dans une histoire culturelle et sociale plus globale. Et puis, dans un deuxième temps, je vais me demander donc, si la comédie romantique et l'égalité entre les sexes est un mariage impossible. Et donc, ce dernier point me permettra d'aborder les enjeux contemporains soulevés par la comédie romantique. Donc je vais d'abord définir les termes de mon intervention. D'abord, qu'est-ce que j'entends par comédie romantique et qu'est-ce que j'entends par genre, donc au sens de gender. La comédie romantique,
pour commencer. Alors, les genres filmiques, au sens de, par exemple, comédie romantique, western, etc., ne sont pas toujours faciles, en réalité, à définir. Ils sont très souvent mouvants, poreux. C'est évidemment pas une science exacte. Et dans le cas de la comédie romantique en particulier, on va trouver des formes d'hybridité générique très importantes, dans la mesure où, notamment, on va souvent avoir des éléments comiques qui côtoient des éléments plus dramatiques. Et par exemple, si vous cherchez comédie romantique sur un moteur de recherche très connu, vous allez, par exemple, trouver beaucoup de comédies qui sont classées dans le genre de la comédie romantique, alors qu'elles ne traitent pas prioritairement d'une histoire amoureuse. Mais bon, si on veut dégager disons certains des grands traits de la comédie romantique, on va pouvoir en identifier 3 que vous avez ici. Donc ce sont des films, premièrement, dont le ressort narratif principal est la recherche de l'amour. Ce sont des films qui adoptent un ton le plus souvent léger, joyeux, même s'il mélange les registres émotionnels. La rom-com fait souvent à la fois rire et pleurer. On en a eu un très bon exemple avec Breakfast at Tiffany's, et j'ai vu plusieurs personnes pleurer et sortir un peu avec les larmes aux yeux à la fin. C'est effectivement un film à la fois très drôle et très émouvant. Et c'est souvent le cas. Et puis, troisièmement, ce sont des films qui se finissent la plupart du temps par un happy end. On va voir que l'exception est vraiment très exceptionnelle dans le cas de la comédie romantique. Alors maintenant, qu'est-ce que j'entends par genre au sens donc de gender ? C'est donc à travers ce prisme que je propose de regarder la comédie romantique. Le genre, c'est un concept scientifique qui désigne le principe de division du monde social en 2 catégories, les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, et qui hiérarchise ces catégories. Dans le monde social actuel, encore, les hommes et le masculin sont généralement considérés comme ayant plus de valeur que les femmes et le féminin, de valeur symbolique, mais aussi de valeur économique. On sait que les femmes gagnent encore en moyenne 20% à peu près, de moins que les hommes. Et que cette différence est largement injustifiée. Donc, adopter les lunettes du genre, ça signifie analyser la différenciation et la hiérarchisation des sexes comme une construction sociale et culturelle, pas comme un fait de nature, même si on considère évidemment qu'il existe un certain nombre de différences entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan physiologique, bien entendu, même si là encore, il y a matière à discussion. Or, le cinéma, c'est un vecteur de genre particulièrement important puisqu'il véhicule des représentations qui, bien souvent, vont venir renforcer, naturaliser un certain nombre de normes, de stéréotypes associés au féminin et au masculin, aux hommes et aux femmes. Quelquefois, il va venir déranger ces normes et ces stéréotypes, mais c'est beaucoup moins courant, c'est plus minoritaire. Et la comédie romantique, elle est évidemment particulièrement intéressante à analyser de ce point de vue, puisqu'elle prend pour sujet les relations entre les hommes et les femmes. Alors, donc, j'en viens à mon premier point, donc de la screwball comedy des années 30 à la rom-com contemporaine, les grandes phases de la comédie romantique hollywoodienne au prisme du genre. Alors, la screwball comedy, qu'est-ce que c'est ? Bon, si on fait commencer l'histoire de la comédie romantique avec le cinéma parlant, ce qui est déjà un parti pris parce qu'on pourrait sans doute faire commencer cette histoire avant, mais disons qu'on considère que la screwball comedy constitue dans les années 30 un sous-genre, le sous-genre dominant, le sous-genre dominant de la comédie romantique, une sorte de genre dans le genre. Il y en a d'autres. La screwball comedy naît notamment avec ce film que vous voyez à gauche, It Happened One Night. Donc, le titre français, c'est New York, Miami. Et puis, ce film, 20th Century. Screwball, c'est un terme qui est utilisé à l'époque par les critiques, les cinéastes, le public. C'est un terme en circulation à l'époque. Quelqu'un de screwy, c'est quelqu'un d'imprévisible, de détraqué. Et c'est en fait un terme utilisé pour caractériser les personnages des screwball comedies, en particulier les personnages féminins.
Ce sont des films qui mettent souvent en scène des femmes fortes, au caractère très trempé, qui peut, on va le voir, parfois virer à l'hystérie. Ce sont en effet des films qui mettent l'accent sur l'affrontement entre un homme et une femme, qui, avant de se rendre compte qu'ils sont amoureux, vont se livrer une guerre en s'insultant, se disputant, se battant, etc. Donc la discorde entre les personnages est un moteur narratif et comique de ces films. Par ailleurs, ce sont des films dans lesquels l'univers normal des protagonistes est généralement renversé, souvent d'ailleurs par le truchement d'une femme excentrique. Alors, on a un très bon exemple de cette situation d'inversion avec donc, ce film New York-Miami, qui met en scène, vous le voyez, Claudette Colbert dans le rôle d'une riche héritière qui fait une fugue pour aller rejoindre son amant parce que son père refuse qu'elle se marie avec lui. Et donc, elle s'enfuit de la maison paternelle et prend le bus dans lequel elle va rencontrer Peter Warne, qui est joué là par Clark Gable, qui est un journaliste fauché qui va devenir son compagnon d'aventure. Donc il va y avoir évidemment toute une série de péripéties au cours desquelles ils vont devoir quitter le bus parce qu'elle est recherchée, dormir à la Belle Étoile, voler une voiture notamment, etc. Et puis bon, à l'issue de ces péripéties, ils vont évidemment filer le parfait amour. Je spoil, mais donc vous avez compris que le happy end, c'est quand même un trope de la comédie romantique, donc il n'y a pas tellement de suspense. Ellen Andrews est donc une enfant gâtée qui est née dans la soie, très riche, et Peter Warne va en quelque sorte lui apprendre la vie. Alors, il faut tout de suite préciser que la screwball comedy apparaît dans le contexte de la Grande Dépression aux États-Unis, donc la crise économique due au crash boursier de 1929 a entraîné une explosion du chômage, une paupérisation de la société américaine. Le philosophe Stanley Cavell parle d'ailleurs de contes de fées de la crise dans son livre À la recherche du bonheur, qu'il consacre donc à ce qu'il appelle les comédies de remariage, qui sont une variante de la screwball comedy. Et ce thème de l'inversion de la norme, de la situation normale, il peut être vu comme une résultante de cette crise, de cette situation de crise qui a déstabilisé les certitudes et l'ensemble du corps social. Et dans New York-Miami, Hélène est donc une grande bourgeoise, à bien des égards insupportable, qui endosse les problèmes économiques que connaissent les Américains à ce moment-là en traversant le pays sans un sou, à l'aide de son compagnon. Or, elle en sort grandie sur le plan humain. Donc ce film, c'est un peu un film sur la revanche des gens pauvres, des petits, des chômeurs, etc. Un autre élément de contexte qui nous intéresse particulièrement sur le plan du genre, cette fois-ci, au sens de gender, c'est que la screwball comedy naît à peu près en même temps que le code Hays. Donc ce qu'on appelle le code Hays, c'est un code d'autocensure, d'autorégulation promulgué par les studios hollywoodiens pour se défendre et pour éviter la censure extérieure, en l'occurrence la censure d'État. Hays, c'est un sénateur républicain, président de la Motion Picture Producers and Distributors Association, donc l'association de défense des intérêts des principaux studios américains. C'est un code qui comporte tout un tas d'interdits qui touchent notamment à la violence et à la sexualité. Et le code interdit en particulier les représentations de la sexualité ainsi que l'évocation des relations sexuelles en dehors du mariage. Et donc ce code est mis en application à partir de 1934. Donc le mariage devient le seul lieu acceptable de déploiement des relations amoureuses, ce qui n'était pas le cas avant, où on avait des images de femmes, par exemple, qui jouissaient d'une plus grande liberté sexuelle. Donc la sexualité des corps, la sexualité et la sensualité des corps est en quelque sorte remplacée par l'affrontement, la lutte, parfois physique, entre les personnages, donc dans la screwball comedy. C'est un genre où donc les femmes perdent en quelque sorte leur autonomie sexuelle, l'autonomie sexuelle dont elles jouissaient dans les films d'avant le code, mais c'est aussi un genre qui met en scène des personnages féminins souvent forts, charismatiques, autonomes.
Alors, voilà, j'ai oublié de passer la slide, mais on a donc d'autres exemples de screwball comedy avec Katharine Hepburn. Je crois que Bringing Up Baby fait partie de la programmation. Donc des personnages souvent forts. Katharine Hepburn incarne très bien ces personnages, charismatiques, autonomes, mais ce sont des femmes qui ont toutefois tendance à aller trop loin et à devoir être remises à leur place à la fin des films. Katharine Hepburn, c'est souvent son cas. Elle va souvent trop loin. C'est le cas par exemple dans The Philadelphia Story. Et donc, elle est recadrée en quelque sorte par le personnage masculin à la fin des films. Je vous montre aussi un autre exemple d'une screwball comédie avec un personnage féminin assez charismatique, La Dame du Vendredi. Alors, c'est un genre qui s'estompe, qui décline pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui va infuser assez durablement la comédie romantique. On va, par exemple, retrouver très souvent ce trope de l'affrontement amoureux entre un homme et une femme. Je vous ai mis ici un exemple d'après-guerre. Adam's Rib, donc Madame porte la culotte, qui date de 1949 et qui met en scène Katharine Hepburn et Spencer Tracy, et qui joue en fait un couple composé d'un procureur et d'une avocate, et qui se retrouve adversaire lors du procès d'une femme qui a tué son mari, ou tenté de tuer son mari d'ailleurs, je crois. Et c'est un film très intéressant qui baigne dans un climat de guerre des sexes et qui thématise d'une manière en fait très moderne le thème de l'égalité entre les sexes. C'est donc un film d'après-guerre qui explore en fait avec une grande force les bouleversements induits par la guerre dans les rapports entre les hommes et les femmes, celles-ci ayant découvert qu'elles pouvaient être autonomes, indépendantes. Et donc, c'est un film qui thématise assez merveilleusement ça. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et vraiment, il m'a frappé par sa modernité et qui thématise vraiment les thèmes de l'égalité entre les sexes. Et Katharine Hepburn est particulièrement impressionnante de modernité dans ce personnage de career woman féministe. Alors, je surveille le temps. Est-ce que j'ai le temps de vous passer la bande-annonce de Adam's Rib? Peut-être, oui. Hello, all you pleasant people. This is a Smith named Pete, yapping at you about a Tracy named Spencer, and a Hepburn named Catherine, and a studio named Metro-Goldwyn-Mayer. This studio, my friends, has made a whimsical filmsicle. What fancy talk. Anyway, it's a swell show named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Well, I guess it's named Adam's Rib. However, sprightly, brightly, and lightly, it tells a whacking good tale. And I do mean a whacking good tale. Besides its laughter, there's a lot of warmth and truth in Adam's Rib. But best of all, it's a happy picture. Spencer Tracy is happy. Katharine Hepburn is happy. And I am happy to tell you how happy you'll be when you see Adam's Rib. Thank you. Don't you want your rub down? You want a drink? Want anything? What? Oh, now look here, Kip. I'm fighting my prejudices. But it's clear that you're behaving like a, well, I hate to put it this way, but like a man.
You watch your language. This is basic. I'm old-fashioned. I like two sexes. And what is more, I suddenly don't like being married to what is known as a new woman. I want a wife, not a competitor. Competitor. If you want to be a big he-woman, go and be one, but not with me. Anyway, it's a swell show named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Named Adam's Rib. Voilà, alors c'est peut-être un cas un peu limite en quelque sorte de la comédie romantique parce que c'est un couple déjà marié, hein, mais il est intéressant dans le sens où il reprend donc cet affrontement homme-femme et dans le sens où il thématise voilà, les questions de rapport entre les hommes et les femmes, ce qui est en fait bien souvent le cas dans la comédie romantique. Alors, à partir du milieu des années 50, la sexualité va devenir une préoccupation majeure dans la société américaine. Elle fait irruption dans la sphère publique, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez là à gauche un rapport rédigé par le docteur Alfred Kinsey, qui s'appelle donc Sexual Behavior in the Human Female, qui sort en 1953, qui est publié en 1953. Et qui est en fait le résultat d'une enquête sur le comportement sexuel des femmes américaines. Il fait suite à un premier rapport qui avait été publié en 1948 sur le comportement sexuel des hommes et qui avait déjà constitué un choc parce que notamment il révélait la fréquence des relations homosexuelles chez les hommes américains. Alors le rapport sur le comportement sexuel des femmes, alors ça fait un peu, il était zoologue en fait, entre autres Alfred Kinsey, donc ça fait un peu comme ça... très zoologique, comportement sexuel des femmes, mais c'est un rapport qui a un écho très important dans la société américaine, davantage d'ailleurs que celui qui portait sur les hommes, parce que notamment il révèle avec fracas la fréquence et la banalité des rapports sexuels hors mariage chez les femmes. Donc ça crée ce rapport, un climat d'émulation, d'intérêt pour les questions sexuelles, mais aussi d'anxiété, en particulier autour de la sexualité féminine. 1953, c'est aussi la parution du premier numéro de Playboy, vous voyez ici, avec Marilyn en couverture, qui s'adresse donc à un magazine qui s'adresse explicitement aux hommes célibataires et qui voilà, est un autre signe de l'intérêt grandissant des Américains pour les questions sexuelles et pour une plus grande liberté sexuelle, enfin surtout pour les hommes. Donc on voit comme ça apparaître des signes de relâchement des contraintes morales qui pèsent sur la société américaine, signes qui sont couronnés en quelque sorte par l'arrivée de la pilule contraceptive sur le marché américain en 1960. Parallèlement à ces événements médiatiques, sociaux, le code Hays, donc le code de censure, qui est de moins en moins respecté, est révisé en 1956 et il redevient possible d'évoquer plus directement, pas frontalement, mais plus directement les questions sexuelles. Donc c'est un contexte qui crée des tensions, qui crée une tension entre les codes traditionnels de la comédie romantique classique, qui excluent les relations sexuelles en dehors du mariage, et un certain relâchement des contraintes. Cette tension, elle est par exemple palpable dans une trilogie de films interprétés par Doris Day et Rock Hudson. Cette trilogie, donc, elle commence avec Pillow Talk, Confidence sur l'oreiller, que vous voyez ici en 1959. Et puis ensuite, il va y avoir Lover Come Back, Un pyjama pour deux en 1961 et Send Me No Flowers, Ne m'envoyez pas de fleurs en 1964. Ce sont des films qualifiés par certains historiens du cinéma de sex comedies, qui là aussi formeraient un sous-genre de la comédie romantique dont l'enjeu est la sexualité. Donc Pillow Talk, qui est le premier film de cette trilogie, dans ce film, Doris Day incarne une décoratrice d'intérieur qui partage sa ligne téléphonique avec un don Juan.
qui est incarné par Rock Hudson. Alors, ce qui est assez truculent, c'est que Rock Hudson était notoirement gay dans sa vie civile, mais qu'il a joué ses Don Juan au cinéma. Et ce Don Juan passe littéralement ses journées au téléphone avec ses multiples maîtresses. Et on voit l'utilisation du split screen permet de mettre en scène ces relations téléphoniques croisée où voilà, à chaque fois qu'elle décroche son téléphone, elle tombe sur une discussion un peu salace entre le Don Juan et une de ses maîtresses. Donc elle le déteste, elle le juge très sévèrement, elle juge très sévèrement son mode de vie et elle dépose une plainte contre lui en l'accusant d'être un pervers. Et pour se venger, il la séduit en jouant au parfait gentleman. Et elle ne le reconnaît pas parce qu'ils ne se sont jamais vus auparavant. Lui sait qui elle est, mais elle ne sait pas qui il est. Et donc elle tombe amoureuse de lui éperdument, mais finit évidemment par découvrir le poteau rose. Mais bon, heureusement, après une suite de péripéties, tout finit bien puisque il parvient à la reconquérir. Alors tout dans ce film, littéralement tout, tourne autour de la sexualité. Hein. Vraiment, ce thème de la sexualité est omniprésent dans les dialogues, dans la mise en scène, etc. Hein, c'est un film qui oppose un célibataire, ce qu'on appelle un bachelor, qui couche donc avec plein de femmes, et une jeune femme vertueuse, célibataire elle aussi, mais qui attend le mariage pour avoir des relations sexuelles. Et ce film, comme d'ailleurs les suivants, repose sur ce qu'on appelle la norme du double standard, c'est-à-dire que les hommes ont le droit d'avoir une sexualité hors mariage, mais pas les femmes, même si on sait, évidemment, depuis le rapport Kinsey, que au moins la moitié d'entre elles ont en réalité des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc ce sont des films qui se veulent rassurants quant à la sexualité féminine, n'ont rien à changer, même si le rapport Kinsey vous dit autre chose. Alors là aussi, je ne résiste pas à vous passer un extrait de Pillow Talk qui est particulièrement truculent, qui intervient après la découverte du poteau rose par le personnage féminin. Donc elle s'est aperçue que l'homme dont elle était amoureuse est en réalité le Don Juan qui partage sa ligne téléphonique et qu'elle déteste. Donc ils ont rompu, mais lui s'est rendu compte qu'il était amoureux d'elle et il va l'engager pour refaire la décoration de son appartement dans le but de la reconquérir. Je vous laisse l'extrait. Alors, je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres en français, tout ça est en anglais, mais bon, même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, c'est assez facile de comprendre la situation. Why, Miss Morrow, I was expecting Mr. Perrault. Mr. Perrault is unavailable at this time. However, if you'd rather wait until he's free... Oh, no, you'll do just fine. Please come in. It's just that it's a little embarrassing. Mr. Allen, I'm a decorator, you're a client. I'm here because you are paying for my professional services. Now, what style did you have in mind? Nothing in particular. I'm leaving that entirely up to you. Mm-hmm. Now, here, this is where I do my work. Living room. Over here is a kitchen, a dining room, over there. And up here? The bedroom. And these? Light switches. Just switches. Aren't they rather inconvenient? Why, no. The man that lived here before me had very long arms. Over here. Mr. Allen, if I'm going to redo the apartment, I have to know what everything is for. Now, this is the fireplace. But I'd like to see what the other switch does. It's just a light switch. I wouldn't pay attention to it. Allen, please. Why redecorate? It's so functional for your purposes. Not anymore. That's why I want you to redecorate. That bed is the first thing I want you to get rid of. And anything else that you think is in bad taste, throw it out.
I want you to make this the type of place that, well, you'd feel comfortable in. I'll keep that in mind. Good. Well, you go right ahead and take over, and I'll stay here and do my work. I'm sorry, Mr. Allen. Once we get started, you'll have to move out. And stay away until I'm finished. Move out? The men are going to be working here. You'll just be in the way. But there might be things that you want to discuss with me. On a job like this, Mr. Allen, you'll have to give me carte blanche. But Well, if you feel that... Oh, no, I'll leave. Just do the place the way you'd like it. I will. Voilà, alors ce qui est particulièrement intéressant dans cet extrait, c'est ce motif de ce qu'on appelle en anglais le bachelor pad, la garçonnière, donc autrement dit l'appartement du célibataire, qu'on va retrouver dans plusieurs films, et qui est c'est une tanière équipée pour satisfaire ses fantasmes et piéger les femmes. On voit que la porte se verrouille automatiquement quand il appuie sur les boutons. La lumière se tamise, la musique commence à jouer, et puis l'autre bouton déplie le canapé en lit. Or, contrairement aux mauvaises filles qui se laissent piéger par le Don Juan, le personnage de Doris Day ne succombe pas, elle résiste et elle l'attendra de l'épouser avant d'avoir des relations sexuelles avec lui. Donc la sexualité est toujours montrée comme une menace pour les femmes, comme un piège, et la bonne conduite continue de se trouver du côté des femmes qui refusent de se laisser piéger. Alors ces films donc, qui relèvent de ce qu'on peut appeler la sex comedy, en particulier cette trilogie avec Doris Day et Rock Hudson, ils oscillent entre le conservatisme, le sexe est vu comme un piège pour les femmes, et une ouverture à la question sexuelle qu'Hollywood peut de moins en moins ignorer, tant elle est omniprésente sur le plan médiatique et social. Or, ici, le conservatisme, on le voit dans l'extrait, passe par le personnage féminin. Et on refuse d'accorder aux femmes le droit d'avoir une sexualité épanouie en dehors du mariage. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui ne va pas se limiter aux années 50. Loin de là, on le verra tout à l'heure, notamment avec quand Harry rencontre Sally. En revanche, Doris Day est une femme accomplie sur le plan professionnel, sûre d'elle, donc ce qui n'est pas nouveau, c'était déjà le cas dans les films des années 30-40, comme on l'a vu avec Katharine Hepburn, et ça va rester un motif central de la comédie romantique. Alors, d'autres films de la même période apparaissent comme moins conservateurs sur le plan sexuel. C'est le cas de Breakfast at Tiffany's qu'on vient de voir, puisque le personnage joué par Audrey Hepburn jouit d'une plus grande liberté sexuelle. Mais d'un autre côté, c'est aussi une femme-enfant immature qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est montrée comme fragile sur un plan psychologique notamment, qui ne devient elle-même que lorsqu'elle trouve l'amour, et qui n'est pas du tout accomplie par elle-même, ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. Son objectif, c'est de se mettre à l'abri, de trouver un mari riche. Donc c'est encore une époque où on ne peut pas être une femme à la fois autonome, accomplie sur le plan professionnel, comme c'est le cas pour Doris Day, et avoir la maîtrise de son désir et de sa sexualité. Or ça, on va voir en effet que c'est une norme assez tenace dans la comédie romantique. Oui, j'avais mis aussi une slide avec Some Like It Hot, qui peut être considéré aussi comme un exemple de la sex comedy. Alors, dans les années 60 et 70, on va avoir un déclin et ce que certains commentateurs, historiens appellent une radicalisation de la comédie romantique, au sens où on va trouver des films qui vont infléchir assez radicalement les normes de la comédie romantique. Alors la fin des années 60 sont marquées, on le sait, par d'importants changements dans la société américaine, avec l'avènement des contestations politiques et sociales, en particulier les mouvements pour les droits civiques, les mouvements féministes aussi, dits de la deuxième vague.
Et ces bouleversements sociaux incluent notamment une plus grande liberté sexuelle et un certain délitement des valeurs traditionnelles qui vont rendre un peu caduques les normes de la comédie romantique classique. Donc on va avoir beaucoup moins, enfin il va y avoir vraiment beaucoup moins de films de comédie romantique produits, et les films produits vont être plus réflexifs à la fois sur le plan des relations amoureuses et sexuelles elles-mêmes et sur le plan des codes de la comédie romantique, des codes filmiques. Là je vous ai mis l'affiche et une image de An Unmarried Woman, qui donc est un film sur une bourgeoise new-yorkaise qui réapprend à vivre seule et retrouve le goût de la liberté après avoir été quittée par son mari. On va avoir l'inclusion dans ces films des thèmes du célibat, du divorce, mais aussi de la souffrance et des sentiments ambivalents liés à l'amour, même si le couple hétérosexuel reste la norme. Ce sont des films aussi qui vont avoir une esthétique plus réaliste que les films de la décennie précédente. Autre exemple des comédies romantiques des années 70, Annie Hall, évidemment, de Woody Allen, qui est sans doute la comédie romantique la plus marquante de cette période, sans doute aussi l'une des plus iconoclastes par rapport aux normes, aux normes filmiques de la comédie romantique, en particulier parce qu'il refuse le happy end. Le couple se sépare et ne se reforme pas à la fin, malgré le désir d'Alvy Singer, qui est joué par Woody Allen, de reconquérir Annie Hall, qui est jouée par Diane Keaton. Et ça, c'est très rare, la non-formation ou reformation du couple, y compris dans la comédie romantique contemporaine. Il y a vraiment une petite poignée de films qui dérogent à cette règle. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec Julia Roberts, Le mariage de mon meilleur ami, qui date de 97 et qui fait partie de ces films où il y a une sorte de happy end. La fin n'est pas malheureuse, mais le happy end se fait sans la formation du couple. Pour revenir à Annie Hall, c'est un film qui introduit aussi une certaine modernité sur le plan des identités de genre. On le voit notamment grâce aux vêtements masculins, ici portés par Diane Keaton. Du reste, c'est elle qui refuse de reformer leur couple, malgré son insistance à lui. En même temps, le film a aussi recours à un certain nombre de stéréotypes de genre. Lorsqu'ils se rencontrent, il considère qu'elle n'est pas assez cultivée, alors que lui est très érudit. Elle est montrée comme une provinciale naïve et ignorante, et il va lui faire prendre des cours du soir, l'inciter à lire, la cultiver, etc. Donc là, il y a un peu la réactivation du mythe de Pygmalion. Il va la façonner en quelque sorte, même si le film est réflexif là-dessus, puisqu'elle lui reproche ça, elle lui reproche de la traiter comme une inculte. Autre stéréotype qu'on peut identifier, c'est qu'il y a aussi une très grande différence d'appétit sexuel entre eux. Lui, il est littéralement obsédé par le sexe, et elle, non. Et son manque d'appétit sexuel est montré comme un problème, en quelque sorte, même si, d'un autre côté, son obsession du sexe, à lui, est traitée sur le mode de la dérision. Mais disons qu'elle est d'une certaine façon, elle est plus objet que sujet du désir, puisque ici c'est plus l'homme qui est sujet du désir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve encore dans ces comédies romantiques iconoclastes des années 70, en tout cas chez Woody Allen. Dans les années 80-90, on va avoir un retour de la comédie romantique, une augmentation de production de la production de comédies romantiques. Et ce sont des comédies romantiques qui sont généralement jugées par les observateurs, les historiens, comme rétrogrades par rapport aux comédies romantiques radicales des années 70. On parle de romances old-fashioned ou néo-traditionnelles. Ce sont des films qui conservent l'apparence, l'esthétique réaliste des films des années 70, mais qui font en effet réapparaître l'idée de la romance parfaite, idéale, du conte de fées, et qui vont par ailleurs minimiser l'importance de la rencontre charnelle dans la relation amoureuse. Il n'est pas rare dans ces films de voir un happy end avec la formation d'un couple qui n'a jamais couché ensemble, qui n'a jamais eu de relation sexuelle.
Alors Meg Ryan, c'est la grande star en quelque sorte de la comédie romantique des années 80-90. Je suis française, alors j'ai un petit peu de difficulté parfois. Veuillez m'en excuser. Et donc elle va notamment tourner, alors évidemment dans quand Harry rencontre Sally, mais aussi dans une série de films écrits et ou réalisé par une femme, Nora Ephron. Là, je vois qu'il est déjà 50, alors je vais zapper l'extrait. Voilà cette série de films. Ici, vous avez Sleepless in Seattle et You've Got Mail dans les années 90. Alors, Meg Ryan, c'est le prototype de la figure de la femme-enfant adorable. Hein, elle est cute. Elle est mignonne, elle est sympa, on a envie de la connaître. Et alors pour revenir à quand Harry rencontre Sally, le film raconte l'histoire de ces deux personnages, donc joués par Meg Ryan et Billy Crystal, qui se rencontrent à plusieurs moments de leur vie avec des ellipses de temps très importantes entre chaque période. Et puis d'abord ils se détestent, puis deviennent amis, puis amants, se redétestent et finissent par tomber éperdument amoureux. Et là aussi, on va observer une grande disparité dans le traitement des stéréotypes masculins-féminins, notamment dans le traitement de la sexualité de chacun des personnages, puisque non seulement Sally est très névrosée et plutôt coincée, alors qu'Harry est cool. Je vous remets la slide d'avant, qui est assez parlante en fait avec ce morceau de dialogue. C'est elle qui lui dit ça. Mais alors donc elle est névrosée et en plus elle a une sexualité quasiment insignifiante, tandis qu'Harry se définit lui par sa sexualité abondante. Hein. Il est toujours question de ses innombrables maîtresses. Bon, malgré cela, ils vont donc se déclarer leur flamme dans les toutes dernières minutes du film. Et donc la norme du conte de fées est réintroduite dans ce film et plus largement dans cette génération de films dans lesquels le baiser final est un motif qui signifie l'amour éternel. Hein. Le baiser final, c'est vraiment cette figure de ils ont tellement lutté pour parvenir à ce baiser final que c'est un amour qui ne prendra jamais fin. Hein, c'est ça que ça signifie. Alors, sur les questions sexuelle, sur la représentation de la sexualité féminine, notamment Pretty Woman, c'est un peu un contre-exemple. C'est donc Gary Marshall en 90, puisque la question sexuelle y est prégnante, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre une prostituée et son client qui se transforme en conte de fées. Et Pretty Woman va en quelque sorte inaugurer une nouvelle ère de la comédie romantique qui va rendre compte qui va prendre en compte plutôt certaines revendications féministes comme le droit à une sexualité libre ou le droit à mener une carrière professionnelle au même titre que les hommes. Alors, Pretty Woman, c'est un personnage de prostituée, mais elle est aussi montrée comme une businesswoman qui veut s'en sortir, qui veut gagner de l'argent et se faire une place dans la société. Donc, c'est un personnage qui a, comme on dit, un pouvoir d'agir, une capacité d'agir importante, tout en maintenant, bien sûr, la norme du conte de fées. Alors, j'en viens à mon deuxième point, donc sur les comédies romantiques contemporaines. Et donc, je vais me demander si, comédie romantique et égalité, est-ce que c'est compatible ? On l'a vu tout au long de ce panorama, qui est évidemment un panorama assez... qui n'est pas exhaustif, mais la comédie romantique prend en compte les changements sociaux qui ont lieu au cours du XXe siècle, en particulier donc depuis les mouvements féministes de la seconde vague, tout en maintenant donc le traditionnel happy end et donc la promesse d'un bonheur conjugal qui constitue une norme absolue et qui n'est, comme je l'ai déjà dit, remise en question qu'en de très très rares occasions. Si on observe les films récents, en particulier depuis les années 90-2000,
on voit que la comédie romantique a absorbé bien des principes d'égalité défendus par le féminisme des années 60 et 70. Les femmes y sont indépendantes, célibataires, généralement professionnellement accomplies, et elles jouissent d'une autonomie sexuelle. De plus, ce sont des films qui intègrent, pour beaucoup d'entre eux, une dimension réflexive, souvent par le biais d'ailleurs de romances, de comédies romantiques qui sont intégrées au film. Il arrive assez souvent de voir des personnages qui regardent des vieux films hollywoodiens, soit des drames, soit des comédies romantiques, ce qui suscite généralement des commentaires sur les conventions et les clichés véhiculés par les films romantiques. Donc ce sont ces films contemporains qui vendent l'amour romantique, évidemment, ça constitue leur recette, tout en montrant que le conte des fées est en partie, au moins, un fantasme, un cliché véhiculé notamment par le cinéma. Donc c'est dans ce sens que je dis que ce sont des films réflexifs. Et ce que j'aimerais montrer, c'est que malgré le caractère conventionnel de la comédie romantique et de son happy end, ce sont des films qui posent en fait des questions centrales auxquelles les femmes font face dans les sociétés contemporaines. Je dis les femmes parce que ce sont très souvent des héroïnes. Les personnages principaux sont des femmes, même s'il existe des comédies chorales. Et ces questions centrales auxquelles les femmes font face, c'est la question de l'horloge biologique, par exemple, la question de l'autonomie sexuelle, de la montée en puissance des femmes dans la sphère professionnelle, l'indépendance économique, etc. Donc ils posent ces questions de manière parfois assez frontale, et en même temps ils articulent l'attachement à des valeurs traditionnelles, donc les valeurs du couple, de la famille, de l'amour, de la fidélité, etc., avec donc des valeurs plus modernes, donc l'indépendance, la liberté sexuelle, l'égalité, etc. Et au fond, c'est ce qui, à mon sens, rend la comédie romantique intéressante, c'est qu'elle repose sur des valeurs qu'on peut identifier comme traditionnelles, conservatrices, etc., tout en intégrant les changements sociaux de manière finalement assez sensible. Et pour illustrer un peu ce propos, je vais prendre un exemple. Donc avec ce film 27 Dresses, 27 robes, qui est un film de 2008 et qui met en scène donc Catherine Hale, je ne sais pas si je le prononce bien, dans un rôle de jeune femme qui est en fait une jeune assistante de direction, qui fait littéralement une fixation sur les mariages, puisqu'elle a été 27 fois demoiselle d'honneur au cours de sa vie et a conservé les 27 robes qu'elle a dû mettre au cours de ces cérémonies, d'où le titre du film. Et c'est un personnage qui est montré comme ne cessant de s'occuper des autres, et notamment du mariage des autres, puisqu'en bonne demoiselle d'honneur, elle organise le mariage de ses copines, mais elle est elle-même incapable de déclarer sa flamme à l'homme qu'elle aime, qui est son boss, son patron. Et elle fait la rencontre fortuite de Kevin, qui est un journaliste cynique qui est cantonné dans le magazine où il écrit à la rubrique des mariages mondains, alors que lui, il est divorcé, il ne croit plus du tout au mariage, ni à l'amour. Et quand il découvre l'obsession de Jane pour les mariages, il veut en profiter pour écrire à son insu, évidemment, un article méchant, cynique, qui visera à montrer les ravages causés par la croyance dans le mariage et les contes de fées. Donc voilà le point de départ du film, dont je vous laisse imaginer la suite. Alors je vais vous passer un petit extrait du film. Jane, is that you? Yep. Qui est la bande-annonce. So beautiful. You really think so? Like it was made for you. Always one foot on the ground. Delightful. And by protecting my heart true. It's the bride. Okay, everybody ready? Here we go. Do you know your name?
Jane. Jane? I'm Kevin. Ooh, okay. Why don't we get you a cab? It's a really lovely wedding. Don't you think it's a whole lot of ritual for something? It's got about a 50-50 shot of making it out of the gate. Oh, how very refreshing. A man who doesn't believe in marriage. Jane was good at taking care of everyone. You've been a bridesmaid 27 times? What do you do besides work and help people get married? You having fun? Oh, it's a great party. But she never took care of herself. Jane, Yeah? did you put that breakfast burrito on my desk? I just thought you might be hungry. That's why I love you. I love you too. Oh, yeah, you're right. I needed that. George appreciates me. What good is it being appreciated if no one is naked? Go over there and tell him how you feel. Now, go! George, this is my sister Tess. Tess, this is my George. No, I didn't mean it like that. You want to get a drink? Absolutely. Congratulations. Now, 27 dresses. Strange as it sounds, I've had some really good times in those dresses. a woman whose entire life We're getting married in 3 weeks! 3 weeks? She's gonna want me to do everything. is making other people happy. We went by the flower shop. Yep. And ordered the favors. You cannot plan your sister's wedding with a man you love. It is sick. I'm gonna kick her. Is about to discover You have said no to people before. Many, many times when the situation, never, not once. how to do the same for herself. You'd rather focus on other people's Kodak moments than make memories of your own. From the screenwriter of The Devil Wears Prada, You can start over, and you can say no, and you can do what you want. What do you want, Jane? Knocked Up's Katherine Heigl, I don't understand what you don't like about him. Sparkling blue eyes, his killer grin. James Marsden, You should just admit that this whole cynical thing is just so you can seem mysterious and sexy. Did you say sexy? 27 dresses. Must be so hard to watch your younger sister get married before you. Yes. But then I remember that I still get to have hot hate sex with random strangers, and I feel so much better. Voilà, alors c'est un film qui a bien marché au box-office américain, mais qui a été critiqué comme, enfin, qui a été plutôt mal critiqué parce qu'il a été vu comme un film cliché, stéréotypé. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est un exemple assez prototypique de la comédie romantique hollywoodienne contemporaine. D'abord parce que le personnage central est féminin et qu'il s'agit d'une héroïne sympathique à laquelle les spectatrices peuvent facilement s'identifier. C'est vraiment la fille banale et authentique qui est le contraire de la femme parfaite. En tout cas qui se veut parfaite, qui est incarnée en quelque sorte par sa sœur dans le film, dont vous aurez compris qu'elle lui pique celui qu'elle aime, son boss, pour se marier avec. Ensuite, comme dans beaucoup de comédies romantiques contemporaines, c'est une héroïne moderne, indépendante, accomplie sur le plan professionnel et qui jouit d'une liberté sexuelle totale, mais en même temps, ici, dans ce film, elle est réduite à son obsession pour les mariages et elle est largement caractérisée par le manque d'amour, le manque que crée l'absence d'amour et de mariage dans sa vie, donc qui sont montrés comme un des compléments indispensables à la vie des femmes. Or, son incapacité à trouver un partenaire découle d'un problème, c'est qu'elle est trop timide, trop romantique et surtout trop dévouée aux autres. Elle ne pense pas assez à elle, comme vous l'avez vu. Et ça, c'est aussi un trope de la comédie romantique contemporaine. L'héroïne est souvent trop ou pas assez quelque chose, trop indépendante ou trop dépendante, trop égoïste ou pas assez égoïste, trop romantique ou pas assez romantique. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas de Meg Ryan dans les années 90. Voilà, on peut voir d'autres exemples de comédies romantiques où en fait le problème est porté par l'héroïne. L'héroïne a un problème, c'est pour ça qu'elle ne trouve pas de partenaire. Et alors ces deux films sont des films qui pointent comme 27 Dresses, qui pointent les travers féminins, les travers des femmes dans leur comportement avec les hommes. Et ce sont des héroïnes, comme dans 27 Dresses, qui apprennent généralement au cours du récit à corriger leurs défauts, souvent d'ailleurs par le truchement d'un homme, leurs défauts qui les empêchent elles-mêmes d'être heureuses. Mais le problème, à la base, vient d'elles. Donc, le problème dans 27 Dresses, c'est donc l'excès de dévotion.
du personnage féminin qui transparaît tant dans son investissement dans le mariage des autres que dans son environnement professionnel. Elle est totalement dévouée à son boss, dont elle est amoureuse, on l'a vu là. Mais elle va, au cours du récit, se libérer de son altruisme et se rendre compte qu'elle n'est finalement pas attirée par son boss, elle change de travail. Et la publication d'ailleurs de son histoire sous la plume de Kevin, qui va donc devenir son amoureux à la fin du film, c'est une humiliation pour elle, mais ça la force à se rendre compte de ses tares, de ses défauts. Et là encore, donc, elle s'améliore, elle prend conscience de ça grâce au personnage masculin. C'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, hein, ce récit d'amélioration de soi qui se fait par le truchement d'un personnage masculin. Donc c'est un film qui est intéressant de mon point de vue, mais comme plein de ces comédies romantiques, parce qu'il englobe la critique du conte de fées, tout en souscrivant au conte de fées. Hein. De la même manière, le mariage, la question du mariage est à la fois centrale et traitée de manière dérisoire. Hein. On le voit ici, ces 27 robes de demoiselles d'honneur, qui sont toutes aussi horribles les unes que les autres, symbolisent en fait l'absurdité du mariage, qui est en partie montré à la fois comme un lieu de consommation extravagante et de reproduction quasiment à l'identique de rituels un peu éculés. Donc, c'est un film qui englobe en même temps la célébration et la critique de la romance et du mariage. Et donc, c'est un film réflexif. Et cette réflexivité est typique de la comédie romantique contemporaine. Alors pour conclure, je dirais que la comédie romantique, c'est un genre, on l'a vu depuis les années 30, hein, qui négocie en fait les tensions qui traversent les imaginaires collectifs qui entourent les relations entre les hommes et les femmes. C'est un genre qui est souvent considéré comme rétrograde, qui n'est pas bien considéré, d'abord parce que c'est un genre associé au féminin, aux femmes. Hein, on considère que c'est un truc de fille, même si beaucoup d'hommes et de garçons aiment la comédie romantique aussi. Mais donc c'est un genre voilà, déprécié et qui est considéré comme rétrograde parce qu'il activerait des stéréotypes, parce qu'il active effectivement des stéréotypes, en particulier dans sa manière de caractériser les femmes. Mais on voit aussi que ce sont des films qui effectuent un tissage complexe de dimensions qui sont parfois contradictoires. Hein, ce sont des films qui notamment thématisent les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, en faisant souvent d'ailleurs tenir ensemble des discours contradictoires. C'est un genre rassurant, enfin, qui repose sur la célébration d'une norme quasi immuable, celle du conte de fées, tout en s'adaptant aux changements sociaux, en particulier en ce qui concerne les rapports de genre. Voilà, je vous remercie. J'ai mis une petite bibliographie sélective de livres que j'ai utilisés voilà, pour faire mes recherches sur la comédie romantique, si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour la conférencière? Merci beaucoup pour cette conférence. Quelqu'un a une question? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si, selon vous, l'interaction entre les personnages masculins ou féminins, selon les situations dans l'histoire, ont une importance sur le déroulement, avec, comme vous avez parlé, de la femme qui se rend compte potentiellement de ses défauts, puis qui essaye de changer pour s'améliorer. À votre avis, c'est important, selon le contexte de la situation, si ça doit être deux hommes ou deux femmes qui doivent discuter pour faire évoluer l'histoire? Alors, c'est souvent, de toute façon, donc, d'une manière générale, disons, je dirais, dans la majorité des cas, ce sont des héroïnes, hein, les personnages principaux, mais elles sont
toujours en interaction, hein, évidemment, avec d'autres personnages, et notamment avec les personnages masculins. Et effectivement, dans le cas de la comédie romantique contemporaine, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elles prennent souvent conscience de leurs défauts, de ce qui ne va pas chez elles, à travers les interactions qu'elles ont en effet avec les autres personnages, et en particulier les personnages masculins. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, en fait, c'était pour savoir si, par exemple, pour 27 robes, si l'héroïne doit être confrontée forcément avec un homme pour qu'elle se rende compte un peu de ses défauts, ou si ça aurait été une femme, si ça se passerait forcément de la même chose. Ou... de fait, en fait, dans ces films, disons, ces héroïnes, elles se rendent compte de leurs défauts principalement par le truchement des hommes. On peut imaginer tout à fait, hein, qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse s'améliorer et se rendre compte de ces défauts, ce qui nous arrive tout le temps dans la vie sociale, grâce à quelqu'un du même sexe que soi, bien sûr, évidemment. Mais dans ces films, il se trouve que voilà, ça se fait par le truchement majoritairement, disons, par le truchement du personnage masculin. Après, il y a souvent tout un tas de personnages féminins secondaires qui vont avoir des rôles assez variés, mais qui vont aussi pouvoir effectivement l'aider à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Là, on voit que sa collègue la frappe quand elle est béate devant son patron. Donc, le personnage masculin n'est effectivement pas le seul, hein, qui l'aide à se rendre compte de ça, mais c'est lui, disons, le levier principal de cette prise de conscience. Est-ce que c'est à cause de souvent des films au début de la romance, comme dans les années 30, où l'homme est mis sur un piédestal ? Ouais, d'une certaine façon, on retrouve là, en fait, une forme de hiérarchisation, en effet, du savoir, très souvent, entre les hommes et les femmes. Ce qui est très souvent le cas et d'ailleurs, effectivement, depuis les années 30, dans ces comédies romantiques, c'est que, même si évidemment il y a des contre-exemples, mais c'est que le personnage masculin bénéficie d'un savoir plus important que le personnage féminin. Et que ça, évidemment, c'est, on peut dire, une distribution des rapports de pouvoir qui est inégalitaire. Pour prendre un exemple que j'ai donné, dans le film, dans Pillow Talk, avec Doris Day et Rock Hudson, pendant toute une partie du film, le personnage masculin en sait beaucoup plus qu'elle, puisque elle ne sait pas qui il est. Lui, il sait qui elle est. Et nous sommes, en tant que spectateurs et spectatrices, complice en quelque sorte du personnage masculin, puisqu'on partage son savoir à lui. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va retrouver. Alors après, il faudrait parler de la distribution des points de vue qui est éminemment complexe dans ces films comme dans d'autres. Mais en effet, très souvent, ce dont on se rend compte, c'est que le personnage masculin dispose d'un savoir, alors soit d'un savoir sur la situation qu'on est en train d'observer, d'un savoir sur les personnages, soit d'un savoir autre, d'un savoir par exemple qui relève du bon sens, de comment on doit se comporter, etc. Enfin, disons d'un savoir plus large que la situation elle-même, mais c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Soit il a un savoir plus important, soit évidemment, ce qu'on va voir aussi souvent, c'est qu'il a un pouvoir plus important, un pouvoir économique, un pouvoir social. C'est le cas par exemple dans Pretty Woman, hein, où le personnage masculin concentre d'ailleurs de façon absurde un pouvoir économique très important, contrairement au personnage féminin qui, elle, est une prostituée sans le sou.
Donc il y a en effet une reconduction dans ces films des rapports inégalitaires, si on peut dire, hiérarchiques entre les hommes et les femmes, même si ce sont des films qui questionnent aussi ça. Donc il y a les deux dimensions. Merci. Merci à vous. Bonsoir, j'ai juste une question très, très pratique. Le festival de Cabourg, donné comme le festival du film romantique, est-ce que c'est aussi déprécié? Comment c'est apprécié au niveau cinéphile? Bien vu, mal vu, Fifi, quel est votre avis? À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Car je ne fréquente pas beaucoup les festivals. Disons que c'est un... en fait, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à votre question. J'en sais rien. C'est une bonne réponse. Ouais. Non, c'est pas un festival qui me semble si déprécié, mais c'est pas non plus un festival très prestigieux, il me semble pas. Mais après, voilà, c'est vraiment... j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas vraiment de réponse très nourrie à vous apporter. Ce que je sais, c'est que la comédie romantique est un genre relativement déprécié. On peut, par exemple, s'en rendre compte dans le très peu de littérature qui existe sur la comédie romantique, par exemple en histoire du cinéma. Les historiens du cinéma se sont très très peu penchés, en particulier en France, sur le cas de la comédie romantique. Ça n'intéresse pas vraiment les chercheurs. Voilà, de même que dans le discours courant, disons, ou dans les critiques, hein, quand on lit les critiques, il est très facile de voir qu'en fait, c'est un genre qui est assez souvent déprécié, considéré comme stéréotypé, plus que d'autres, ou plus que les films d'auteur, ou plus que... Et il me semble un plus, par exemple, que des genres connotés de façon plus masculine, comme le western, par exemple, ou bien, je sais pas, le thriller, qui bénéficient d'une attention plus importante, à la fois d'un regard critique plus bienveillant, il me semble, même si peut-être que les choses sont en train de changer en ce moment, mais et d'une attention plus importante, par exemple, voilà, dans la sphère académique, voilà, chez les historiens du cinéma, chez les observateurs, les critiques, la publication de livres sur le western est bien plus importante, par exemple, que dans le cas de la comédie romantique. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une question. Pour prolonger la première question, on parlait de hiérarchisation, de ce schéma où la jeune femme va apprendre quelque chose finalement de son homologue masculin. Est-ce qu'on retrouve ce schéma aussi dans des histoires, dans des films qui impliqueraient non pas un homme et une femme, mais deux hommes ou deux femmes? Dans les comédies romantiques, vous voulez dire? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, les comédies romantiques gays et lesbiennes sont encore relativement rares, même s'il y en a. Et donc, c'est difficile de relever des traits saillants. Hein. C'est difficile de se dire que ça fait système. Évidemment, dans le cas de la comédie romantique hétérosexuelle, il y en a tellement que les traits saillants sont assez faciles à voir. Mais parfois, alors là, je ne pense pas en fait à une comédie romantique, mais plutôt à un film d'auteur qui est La vie d'Adèle de Keshish, où en effet, là... Ce
ce qui a d'ailleurs posé problème à plusieurs observateurs et notamment observatrices. Mais on a en effet une reconduction des rapports de pouvoir entre les deux personnages qui se placent davantage sur le plan de la classe, hein, l'une de l'origine sociale des personnages, et qui va le pouvoir, enfin les rapports de pouvoir de classe entre les personnages va être symbolisé en quelque sorte par des stéréotypes de genre. Parce que le personnage dont j'ai oublié le prénom, mais qui donc n'est pas Adèle, mais l'autre fille, qui donc vient d'une classe supérieure, elle est plus masculine. Elle va aussi, dans le film, c'est assez frappant, c'est elle qui... qui est leader du couple, c'est l'autre qui effectue les tâches ménagères en disant non, mais j'aime bien ça, j'aime faire la vaisselle. Enfin, il y a une sorte de reconduction des rapports de pouvoir, en effet, de genre entre deux personnages du même sexe. Mais le discours que porte Kechiche là-dessus, et qui est celui qu'il porte dans les médias, etc., c'est de dire mais non, c'est un rapport de pouvoir de classe entre ces deux personnages. Mais en fait, on voit que ça s'incarne de manière genrée. Ouais. Donc oui, c'est possible. Mais là, c'est pas une comédie romantique du tout, hein. C'est l'exemple qui m'est venu. Donc il faudrait effectivement regarder... essayer d'analyser vraiment les schémas récurrents comme ça dans les comédies romantiques gays et lesbiennes, mais il y en a vraiment très peu, hein. Alors plus à Hollywood que dans le cinéma français par exemple, mais bon, il me semble que là il me vient en tête c'est un exemple français pour le coup, mais d'une comédie romantique lesbienne qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle Embrasse-moi, je crois, qui est réalisée par une humoriste lesbienne, qui était une humoriste lesbienne qui s'appelait Océane Rosemary, qui est devenue Océan puisqu'elle est devenue trans en fait. Mais c'est une comédie romantique dont on peut discuter les aspects esthétiques et formels, mais qui est intéressante parce que justement, ça revisite complètement les rapports de pouvoir qui se jouent dans le couple, au sein du couple, et qui est pas du tout calqué sur les histoires hétérosexuelles, hein, qui met vraiment en jeu d'autres scripts, d'autres schémas. Donc il y a quand même, je pense, lorsque là, ce cas, c'est une comédie romantique lesbienne réalisée par une lesbienne, il y a quand même une manière de revisiter les codes, à la fois les codes de la comédie romantique et les codes du genre, les normes, les stéréotypes, qui, à mon avis, est possible et intéressante. Merci. Bon, du coup, je crois qu'on va en rester là. Merci d'être venu. Un grand merci pour cette conférence. Merci à vous. Et bonne soirée, bonne fin de FIF.